comment se fait la germination de la graine. Alors, on commence tout d'abord par la structure de la graine. Après la fécondation, la fleur se fane, l'ovaire se transforme en fruit, les ovules deviennent les graines, alors que l'étugement de l'ovule devient le tugement de la graine. Alors, on trouve plusieurs graines, différents types. Si on prend l'exemple des graines de haricot, on va faire une manipulation. On va tremper les graines d'haricot dans quelques heures dans l'eau, enlever le tugement qui entoure la graine, séparer les deux cotylédons, ça ce sont les cotylédons, et observer et identifier les différents constituants. Alors on remarque qu'il y a les deux cotylédons et il y en a à l'intérieur l'embryon. Si on veut faire un dessin, on trouve le schéma suivant. Alors, chaque graine d'haricot est constituée d'une enveloppe protectrice qu'on appelle le tugement, qui entoure les cotylédons dans lesquels se trouve un embryon qui est lui-même constitué des feuilles, une tigelle et une radicule. Alors, les radicules, ce sont eux qui vont se développer pour donner les racines. La tigelle, c'est elle qui va donner la tige. Ce qui concerne maintenant la germination, ou bien le retour à la vie active. On va faire une expérience où on va déposer quelques graines de haricots, de pois, de lentilles, etc. dans un gobelet en plastique contenu de papier filtre, ou bien du coton, où on va l'imbiber avec l'eau. Ça veut dire on va l'hydrater avec de l'eau. On va mettre le gobelet à l'obscurité sous une température de 18 à 20 degrés pendant 10 jours. Et on va suivre l'évolution de la graine. Alors, cette image-là nous montre l'aspect de la graine après 3 jours, 5 jours et 7 jours. Alors, lorsque les conditions sont favorables, la graine germe, elle passe de la vie ralentie à la vie active. Alors, l'embryon qui se trouve à l'intérieur, elle va germer en consommant les réserves qui se trouvent dans les cotylédons. Alors, après quelques jours, on va trouver que la plantule elle est constituée des racines, de la tige, les deux cotylédons qu'on trouve ici qui sont déshydratés et les feuilles. Maintenant, pour savoir quelles sont les conditions nécessaires à la germination, on prend l'exemple ou bien le document suivant. Alors, pour déterminer certaines conditions nécessaires dans la germination des graines, on réalise les expériences suivantes. On commence par la première. Alors, on a mis 8 graines de lentilles dans une boîte de pétri numéro 1, contenant du coton ou papier filtre imbibé régulièrement avec de l'eau. Ça veut dire qu'elles sont humides, un milieu humide ou bien hydraté. La boîte de pétri est placée dans un milieu éclairé et dans une température de 20 degrés Celsius. On refait la même expérience dans 3 boîtes de pétri 2, 3 et 4, les 2, 3 et 4, mais en faisant varier l'humidité, la température et la luminosité. Après 5 jours, on observe les résultats suivants. La boîte numéro 1. Les conditions qu'on a données, c'est le coton qui est humide, température ambiante, 20 degrés, et de la lumière. Comme résultat, on remarque que les graines, ils ont germé. Donc, on peut conclure que pour germer, les graines ont besoin d'une humidité suffisante, coton qui est humide, une température convenable, une température par exemple 20 degrés, et de la lumière. Alors, pour voir est-ce que vraiment ils ont besoin de ces 3 conditions, on a varié ces 3-là dans chaque expérience. Alors, la boîte numéro 2, on a fait du coton qui est sec, ça veut dire absence de l'eau, une température ambiante de 20 degrés et de la lumière. Alors, la seule chose qu'on a variée, c'est l'humidité. Alors, on remarque que les graines, ils n'ont pas germé. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Tout simplement que l'humidité suffisante, c'est une condition de la germination. La boîte numéro 3, on a utilisé du coton humide, de la lumière, mais une température de réfrigérateur. Ça veut dire une température plus faible. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que les graines n'ont pas germé. Donc, on peut conclure que la température convenable, 20 degrés par exemple, est
nécessaires à la germination. Donc, c'est parmi les conditions de germination. Maintenant, pour la lumière, on a pris la quatrième boîte, on a fait des coutons humides, température ambiante, mais on a posé les graines à l'obscurité. On remarque que les graines, elles ont germé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la lumière, ce n'est pas une condition de la germination. Ce n'est pas une condition nécessaire à la germination. Donc, en conclusion, pour germer, parmi les conditions, les graines, elles ont besoin d'une humidité suffisante et d'une température convenable. Alors, on passe maintenant à l'expérience 2. Alors, dans cette expérience, on va mettre les grains de pois qui sont en germination dans un tube. Ce tube est connecté avec un microtube ou bien un tube fin qui contient de l'eau colorée. En dessous de ce tube-là, on trouve de l'eau de chaud qui est limpide. Ça, c'est le début de l'expérience. Après quelques jours ou bien quelques heures, dans la fin de l'expérience, on remarque que l'eau colorée, elle va monter dans le tube fin. Donc, on peut expliquer cette montée par la consommation de l'air qui se trouve au milieu de ce tube-là. Ça veut dire que les pois ou bien les graines en germination, ils vont consommer de l'air et surtout de l'oxygène. En plus que l'eau de chou, il devient trouble. À cause, comme vous savez, c'est la libération ou bien le dégagement de CO2. Qui a libéré le CO2, dioxyde de carbone? Ce sont les graines en germination. Donc, c'est quoi le phénomène où on va consommer de l'oxygène et dégager le CO2? C'est la respiration. Donc, on peut déduire que les graines au cours de germination respirent. Passons maintenant à l'expérience 3. Alors, on prépare une boîte de pétri contenant le poids d'amidon qui est solidifié par la gélose. Surtout, c'est l'amidon qu'on va utiliser. On va sectionner longitudinalement, ça veut dire on va couper horizontalement les graines de blé en germination. On va disposer la face sectionnée contre l'empois. On va les déposer sur l'empois d'amidon. Et 2 jours plus tard, on va ajouter de l'eau iodée à la boîte de pétri et on va observer les résultats. Alors, la question qui se pose ici, pourquoi on va utiliser l'eau iodée? Alors, l'eau iodée, on l'utilise pour savoir est-ce qu'on a de l'amidon ou non. Si il existe de l'amidon, il va donner une couleur bleu foncé. Sinon, il va donner une couleur qui est jaune. Alors, après quelques jours de cette expérience, on va trouver le résultat suivant. On remarque que les graines elles sont germées et autour de ces graines, il se trouve une auréole qui est incolore ou bien des plages qui sont incolores. Alors, on remarque la présence de ces auréoles, ce qui indique l'absence d'amidon. Notez bien, le test de l'auréole, ça veut dire on prend cette auréole, un petit peu de cette auréole qui est décolorée. On va faire de liqueur de phényl, en arabe mahloul phényl. On l'utilise pour savoir est-ce qu'on a du glucose ou non. Donc, le test est positif. Il montre la présence de sucre réducteur. Donc, comme conclusion, on peut dire que l'embryon transforme l'amidon en glucose pour l'utiliser comme nutriment et source d'énergie nécessaire. Comment se fait cette transformation? Alors, le glucose, qui est un sucre simple, il résulte de l'hydrolyse de l'amidon, qui est un sucre composé, selon la réaction suivante. On a les molécules d'amidon qui vont être hydrolysées avec l'eau pour donner N molécules de glucose. Alors, pendant la germination, l'embryon va utiliser de l'oxygène pour oxyder le glucose selon la réaction suivante. Alors, le glucose plus l'oxygène, il va dégager le dioxyde de carbone plus des molécules d'eau et de l'énergie. Cette énergie-là, elle va être utilisée par la croissance de l'embryon. Alors, comme conclusion, on peut dire les graines, après leur formation, on a dit ils vont entrer dans une vie qui est ralentie. Après, lorsqu'ils vont trouver de l'eau et des conditions favorables, ils vont rentrer dans la vie qui est active. Comment? Tout simplement par l'hydratation et l'hydrolyse des réserves des graines
pour donner des molécules simples. Ces molécules-là, ils vont donner deux choses. La synthèse de nouvelles molécules et de l'énergie. Ces deux derniers, ils vont assurer la croissance de l'embryon qui va consommer l'oxygène et libérer le dioxyde de carbone. Cette croissance-là, la première, ce qu'on appelle une croissance qui est hétérotrophe, grâce aux réserves. Ça veut dire qu'il va utiliser les réserves de la graine. Après, lorsqu'il va grandir, il va donner une plantule qui contient les racines, la tige et les feuilles. Alors, lorsqu'il va former les feuilles, il va assurer sa croissance d'une façon autotrophe, grâce à la photosynthèse. Quel est le type de cycle de développement chez les angiospermes? Alors, pour répondre à cette question, on prend le document suivant. Alors, on va commencer par le commencement, ça veut dire on va prendre une fleur qu'on a dit qui contient les organes reproducteurs mâles et femelles. L'organe reproducteur mâle, c'est l'étamine. Chaque étamine est constituée d'un filet et d'un antère. L'antère jeune contient des cellules mères de graines de pollen qui sont diploïdes. Chaque cellule va subir une méiose pour donner 4 microspores qui sont haploïdes. Chaque microspore elle va subir une mitose pour donner 2 cellules. Cellule végétative plus grande. À l'intérieur de l'aile, il se trouve la cellule reproductrice. C'est le grain de pollen. Ce qui concerne maintenant le pistil, c'est l'organe reproducteur femelle. Alors, le pistil à l'état jeune, il contient une cellule mère du sac embryonnaire qui est diploïde. Chaque cellule mère du sac embryonnaire, elle va subir une méiose pour donner 4 macrospores qui sont haploïdes. 3 de ces macrospores vont dégénérer. L'autre qui reste, il va subir 4 mitoses pour donner 8 noyaux. Il va former le sac embryonnaire mûr qui contient 3 cellules en haut qu'on appelle les cellules antipodes, 2 noyaux du sac embryonnaire qui se trouve au centre, l'oosphère, c'est le gamète femelle, et 2 cellules synergites. Lorsque le grain de pollen est mûr, il va être déposé sur le stigmate et il va trouver les conditions favorables pour germer en formant un tube pollinique. Durant cette croissance-là, la cellule reproductrice, il va subir une mitose pour donner 2 entérozoïdes. Alors les entérozoïdes, ce sont les gamètes mâles. La fusion d'un entérozoïde avec l'oosphère et la fusion d'un entérozoïde de l'autre entérozoïde avec les 2 noyaux du sac embryonnaire, c'est le phénomène de double fécondation qui va donner un embryon qui est diploïde, qui se trouve à l'intérieur de la graine. Alors après la formation de la graine, il va se déshydrater et entrer dans la vie ralentie. Lorsqu'il va trouver les conditions favorables, il va germer pour donner une petite plantule. Alors, pour trouver le cycle de développement, on remarque que directement après la méiose, on a la double fécondation. Ça, c'est premièrement. La phase haploïde, elle est rétrécie ou bien réduite seulement pour la formation des gamètes, soit mâles, soit femelles. Et toute la durée de vie de la plante, elle est diploïde. Donc, on peut dire que le cycle est diplophasique. On peut schématiser le cycle de développement des angiospermes par ce schéma-là. Alors, on peut commencer par n'importe quelle place, c'est pas important. Alors, on commence par le zygote qui se trouve dans l'embryon. Alors, l'embryon, il se trouve dans la graine. Il va germer pour donner une plante, une jeune plante. La jeune plante, il va donner une grande plante, etc. pour donner la fleur. La fleur contient les organes reproducteurs mâles et femelles. Les cellules mères du sac embryonnaire ou bien les cellules mères des grains de pollen, ils vont subir une méiose pour donner les gamètes. Les gamètes, ils vont se réunir pour donner la fécondation et donner un zygote qui est diploïde. Donc, on remarque que la phase diploïde est plus grande que la phase haploïde. C'est pour cela qu'on dit que le cycle des angiospermes est diplophasique.